Bonjour à toutes et à tous pour ce dernier webinaire je pense, de l'année scolaire en tout cas, puisqu'on est le 30 juin. Donc, dernier webinaire avant les consacré aujourd'hui aux infrastructures de recharge électrique et l'open data. On fera un petit point sur à la fois où on en est en France, sur les données statiques, les données temps réel, à qui elles peuvent servir, à quoi elles peuvent servir, comment sont-elles disponibles, sous quelle forme, avec qui. Euh, donc ce matin, on a la chance d'avoir trois intervenants. Euh, Stéphane Pignal du Point d'accès national donc de Transport Data Gouv prendra la parole en premier, réglementaire, contexte européen et français sur les IRF, pourquoi il y a des données, sous quelle forme elles sont disponibles aujourd'hui, les projets d'évolution en la matière. Tuto Taille d'En Route nous présentera une étude réalisée par En Route dans le cadre d'un projet financé par des fonds européens euh, qui a permis de faire un focus sur les différents types de données disponibles, sous quelle forme, sous quel format, et puis comparer la France aussi à d'autres pays en la matière en termes de disponibilité des données et comment on peut utiliser ces données dans des applications de type masse, de type enfin, de mobilité. Et enfin, Jean Bachmann de Montpellier Métropole nous présentera ce qui a été réalisé, ce qui est encore en cours d'évolution dans l'application masse de Montpellier et tout le travail qui a été fait avec les différents partenaires de la métropole en la matière pour rendre disponible l'information pour les voyageurs et même intégrer aussi des services de paiement de manière unifiée, des services de contrôle de l'accès aux places et aux bornes de recharge. Donc ça nous donnera un panorama avec à la fois ce qui se fait où on en est, mais aussi concrètement voilà, des projets qui sont un petit peu à la pointe de ce qui peut s'engager au croisement entre infrastructures de recharge, donc on est plutôt dans le monde de l'automobile, de la route, euh, et applications de mobilité, de multimodalité, comme les applications masse. Et on verra que c'est comme c'est ces deux mondes qui viennent se croiser. C'est vrai aussi sur le plan des données, avec parfois des formats ou même des gouvernances qui sont pas forcément les mêmes dans le monde de la route que dans le transport public ou dans la mobilité. Et quelque part, voilà, les infrastructures de recharge de véhicules électriques, elles se retrouvent un petit peu au croisement de ça. Et c'est ce qu'on va certainement illustrer ce matin. Je ne vais pas prendre plus de temps sur l'introduction. Je vais donner la parole directement à toi, Stéphane, puisque c'est toi qui as vraiment le panorama dans ta présentation. Euh, on va, à la fin de chaque présentation, qui durera environ une petite quinzaine de minutes, on pourra avoir quelques questions à chaud. N'hésitez pas dans le fil de discussion. Et puis le but, c'est qu'on ait entre 30 et 45 minutes de débat ouvert pour solliciter les trois intervenants et débattre entre nous dans la foulée. Stéphane, à toi la parole. Je libère le partage d'écran. Du coup, je vais partager l'écran. Hop. Et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints entre-temps. L'objet de mon introduction, c'était de permettre à tout le monde de se connecter aussi. Alors, normalement, le partage est ouvert, Stéphane. Ici. Est-ce Fonctionne, oui, un souci. que vous voyez l'écran ou pas? Oh, ça va sûrement arriver. Le Zoom, je vais faire une mise à jour. Alors, est-ce que vous Ah, voyez là maintenant? c'est bon, ça a l'air d'arriver là. À toi la parole, du coup. Super. Okay. Donc, du coup, déjà, je suis heureux de participer à ce webinaire. Euh, Merci à la Fabrique de mobilité pour cette invitation. Et aussi vous dire que les IRVE, en fait, au démarrage, ça peut paraître un sujet simple, une thématique simple, les data IRVE, mais que très vite, ça se complexifie. Et malgré qu'il y ait un historique, et malgré qu'il y ait déjà eu différentes choses qui ont été faites. Et du coup, moi, ça fait un peu plus d'un an que je bosse sur les data IRVE.
Et je suis aussi content qu'on puisse réfléchir à plusieurs sur comment diffuser, comment avoir des données plus qualitatives, plus quantitatives, et comment les diffuser au mieux auprès des réutilisateurs. C'est un enjeu stratégique pour la mobilité électrique. Du coup, je ne me rends pas compte si tout le monde connaît Transport Data, mais je vais faire rapide. En tout cas, transportdata.gouv, en fait, on a deux objectifs, deux missions. C'est de référencer toute l'offre de mobilité en France. Dieu sait si elle est riche. Euh, du coup, voilà, les différents modes, de référencer les datas qui sont liées à ces modes. Et en premier lieu, les datas qui sont soumises à une obligation d'ouverture. Ça, c'est la première mission. Et la seconde mission, c'est d'être un tiers de confiance, c'est-à-dire de pouvoir, comme nous sommes une interface quelque part entre des producteurs qui déposent, publient des données, et de l'autre côté, en vue que des réutilisateurs réutilisent ces données, de pouvoir, au-delà de référencer, de faciliter ça et d'être un lien entre les deux et de créer euh, des outils qui permettent d'encourager tout ça. Donc sur le schéma, c'est assez classique. Hein. Si je le colle tout de suite à des IRVE, il y a des producteurs de données qui déposent des données, des fichiers, des jeux de données sur DataGouv. DataGouv est le serveur français en open data. Nous, Transport DataGouv, la verticale de DataGouv, on vient récupérer ces données qui sont des données de transport. Et puis derrière, on fait certains traitements. Et puis, nous référençons ces données comme un catalogue et nous les mettons à disposition des réutilisateurs de données qui peuvent être de différents types. On va le voir plus tard, je vais en parler plus tard. Alors, concernant les IRVE, alors peut-être que la complexité, elle est liée au nombre d'enjeux, mais en tout cas, il y a pas mal d'enjeux, pas mal d'acteurs. Donc, l'objet principal, c'est qu'un conducteur de voiture électrique puisse, quand il veut, une conductrice, quand elle veut, arriver à pouvoir recharger en sachant le prix si possible, en sachant la puissance et de pouvoir recharger tranquillement et de ne pas être inquiet sur la partie autonomie. Pour l'État et les collectivités, il y a cette idée de planification, hein, c'est-à-dire d'avoir une vision sur les implantations, sur le maillage du territoire, sur les besoins en termes d'énergie. Voilà. Pour les opérateurs, là, c'est la partie interopérabilité, qu'on appelle le roaming. Comment quelqu'un, avec sa voiture, peut passer d'une borne à une autre sans être trop gêné, de faciliter la recharge à travers l'interopérabilité. Et aussi, les opérateurs créent de nouveaux services pour de nouveaux usages. Donc, il y a toute cette partie-là, innovation. Et enfin, un écosystème, l'enjeu d'écosystème, c'est un écosystème numérique qui est finalement riche. Et on va le voir aussi sur la partie réutilisateur. Du coup, les IRVE, oui, en arrivant il y a un an, je me suis dit, ouais, super ces données, ça va être royal au bar, ça va être sympa parce qu'il y a tout un contexte favorable. Et du coup, en effet, il y a un contexte favorable. Il y a plusieurs choses. Donc, la législation qui dit que c'est des données obligatoires à publier, l'histoire des notions qui sont définies, la notion de point de charge, la notion de station, qui sont définies malgré qu'il persiste des ambiguïtés, des décrets qui indiquent qu'on doit utiliser des schémas, donc un schéma statique et un schéma dynamique, qui sont des schémas plutôt basiques, c'est-à-dire CSV, des extractions CSV, et puis un référentiel donc délivré par la FIREV, maintenant qui est repris par l'AVER, qui est de dire l'émetteur a un identifiant normalement unique. Voilà. Donc tout ça permet quand même d'avoir des autres modes, je pense au vélo, n'ont pas cette richesse de contexte. L'État qui a créé plusieurs... Bonjour Stéphane, désolé de t'interrompre, mais on t'entend pas très bien et on voit plus tes slides. Ah, Effectivement, les slides ont sauté. Ouais, je me posais la question si j'étais le seul à pu les voir, mais apparemment, désolé. je ne suis pas tout seul.
Après, sinon, peut-être coupe ta caméra, Stéphane, Ouais. si pour la question du son, ça va peut-être aider. Ah, c'est bien revenu l'écran, ouais, merci. Les slides. Est-ce que là, c'est mieux? Nickel, ouais. Donc, ouais, j'étais sur le contexte favorable. Donc, la législation, les incitations, la création, l'existence d'une base nationale consolidée qui rassemble les différentes données déposées sur DataGov. Là aussi, pas tous les modes ont leur base nationale. Déjà un nombre de réutilisateurs important, et donc ça, on va le voir après. Et puis après, un gros effort, un gros boost de la part d'un plan national ambitieux, puisque je ne sais pas si vous le savez, l'objectif 2030, c'est quand même d'avoir 400 000 points de charge en France, dont 50 000 charges rapides. Voilà, donc tout ça ne peut être accompagné, ce déploiement, que par aussi des données qualitatives et quantitatives qui viennent renforcer ces objectifs, accompagner ces objectifs. Et enfin, des règlements européens. Alors, il y en a eu des différents, hein, le règlement MNTIS, puis le règlement AFIR, donc qui viennent là aussi booster normalement la publication de data et qui viennent éclaircir le paysage au niveau de la qualité et de la transparence des données. Vous m'entendez mieux? Ça va ou pas? Ou ça coupe toujours? Il y a il y a du bruit de fond sur la ligne, mais ça va. T'inquiète pas. On peut continuer comme ça. Ça va mieux. Du coup, où en est-on? Et ben, donc chez Transport Data, sur DataGroup, donc on publie ici, hein, nous sommes producteurs, donc on publie quasi quotidiennement, hein, il peut y avoir des sauts, dont je vais reparler après, mais on publie de façon quotidienne un fichier national. Donc, pour l'instant, sur les données statiques, là, d'ici juillet, on va publier le fichier national dynamique. Donc voilà, on a quand même une publication quotidienne qui est réutilisée, hein, pas mal réutilisée. Et cette publication quotidienne, cette consolidation, cet agrégat, il est fait à partir de plus de 1500 producteurs. Donc, ce qui est déjà considérable, mais il en manque. Il y en a plus que ça. Donc, qui, eux, viennent déposer leurs données sur DataGov et qui, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est une chose qu'on souhaiterait faire évoluer chez Transport DataGov, la consolidation, le travail de consolidation est effectué par DataGov. C'est une chose historique. Et pour plus de flexibilité, de souplesse et surtout d'éditorialisation de la donnée, d'administration de la donnée, nous aimerions reprendre cette consolidation, ce travail de consolidation. Donc, dans cette consolidation, il y a 130 000 points de charge, à savoir que l'estimation du baromètre, qui reste une estimation, hein, qui est basée sur à la fois des choses réelles qui sont des données du rêve et une estimation aussi, une partie estimative, regroupe plus de 160 000 points de charge en France. Donc, quand on entend point de charge, une des difficultés, point de charge, ce n'est pas une station, ce n'est pas une borne, puisque malheureusement, la notion de borne n'existe pas à l'intérieur n'est pas prise en charge à l'intérieur des schémas. Et donc là, nous, notre actualité, une autre. Est-ce que tu veux peut-être expliquer pour tout le monde justement la distinction entre station, borne, point de charge? Je pense qu'on va y revenir souvent, donc c'est peut-être le bon moment pour le clarifier pour tout le monde, que tout le monde soit au point sur les différences qu'il y a entre ces trois notions, pour que ce soit Donc, clair. la notion de station, en fait, c'est un endroit qui regroupe potentiellement plusieurs bornes. Donc, une station, c'est un lieu géographique, alors voilà, où il y a des équipements, une infrastructure. Donc, il peut y avoir une station composée de plusieurs bornes, comme on peut voir sur l'autoroute. Après, la notion de borne n'est pas expliquée, mais normalement, on appelle ça une borne, c'est un totem, c'est un endroit où il y a un point de charge ou plusieurs points de charge. Donc, les points de charge, c'est les endroits où on va pouvoir se raccorder. Donc, souvent, un point de charge est égal à un emplacement de parking. On ne peut pas recharger
il n'y a pas plusieurs voitures qui peuvent recharger sur un point de charge. Donc le point de charge, lui, par contre, il peut avoir des prises, on appelle les sockets, des prises différentes. Donc sur une C'est borne, ça. nous avons un point de charge. Sur le point de charge, nous avons différentes prises. Mais dans tous Oui, les ok, cas, ok. différentes prises, on ne pourra ne se brancher qu'à une prise et qu'à un type de C'est recharge. ça. Donc, le point Comment de charge, ça renvoie à la notion de du nombre de véhicules qui peuvent être chargés à l'instant T finalement, puisqu'on a un véhicule par point de charge, quelle que soit la prise qu'on utilise. Voilà un peu le. Et la notion de borne n'existe pas. Je sais que les collectivités, on a souvent des appels de collectivités en nous disant moi, ce que j'aurais besoin, un chargé de mission mobilité, par exemple, énergie, il nous dit moi, j'aurais besoin d'avoir combien il y a de bornes sur le territoire. Donc, cette notion-là, elle est pas déductible non plus facilement. Ok, ça va comme ça, Ghislain, comme explication. Ouais, ça me paraît très bien. Alors, il y a des débats sur le chat sur les définitions, mais au moins le débat est lancé, donc c'est très bien. Peut-être, vas-y, poursuis peut-être ta présentation maintenant qu'on a clarifié les définitions et on termine un petit peu le panorama et aussi sur toutes les prochaines étapes que tu étais en train d'évoquer. Du coup, oui, là, nous sommes sur l'intégration de Calicharge. Hein, ça s'est fait là, la semaine dernière aussi. Donc, ça a venu booster le nombre de PDC. Donc, je vous conseille d'aller voir à nouveau le fichier consolidé national, la base nationale. Je pense qu'elle a été boostée. Alors, en sachant que cette base nationale, elle comporte des doublons. Le travail de nettoyage est fait une partie par DataGouv, mais dans les choix d'éditorialisation qui sont historiques, c'est une des raisons pourquoi on souhaite reprendre cette consolidation, ce travail-là. On souhaite affiner et ça demande une flexibilité, une historisation des ressources voilà, qui sont liées au secteur du transport. C'est pour cette raison qu'on souhaite reprendre cette consolidation. Donc du coup, Calicharge en fait est une API de l'État qui permet d'aller vérifier la prime d'incitation TIRUER, mais aussi avoir un état des lieux des bornes en courant continu. Donc, c'est un enjeu particulier. Donc, eux sont eux-mêmes producteurs, c'est-à-dire ils reçoivent ces données des gros, en gros, des gros aménageurs, voilà, ou installateurs, et donc ils nous renvoient ces données. Donc, ce qui permet de booster et d'aller boucher des trous là où des producteurs potentiellement ne déclaraient pas encore leurs données. Autre chose de Calicharge, c'est qu'ils ont besoin absolument du dynamique, c'est-à-dire des données qui disent est-ce que ma borne elle est disponible, combien de temps elle est disponible par jour, quelle est sa puissance là, quel type de recharge au moment où elle recharge. Donc d'avoir une connaissance beaucoup plus fine qui soit à la fois évidemment pour Calicharge pour pouvoir avoir cette notion et cette vision du parc, et aussi pour l'utilisateur d'avoir des données beaucoup plus fines. L'utilisateur évidemment, c'est-à-dire celui qui conduit, a besoin de savoir qu'il y a une borne à tel endroit, mais c'est d'autant plus important que de savoir si elle est disponible ou pas. Du coup, voilà. Alors malgré tout ça, malgré des choses positives, ce contexte, quand même un existant sur Transport DataGouv et DataGouv, toute cette imbrication-là, il y a des difficultés qui ont été relevées par plusieurs opérateurs, plusieurs acteurs des data IRDE. Déjà, toujours des trous dans la raquette au niveau de la production des données, ce qui est bien dommage. Du coup, malgré l'obligation, certains producteurs, soit parce qu'ils sont trop petits, enfin ils sont petits, ils n'ont pas eu connaissance de ça, soit parce qu'ils ne demandent pas de prime, puisque la prime, normalement, fait qu'on doit déclarer ces données sur DataGouv. Donc, des producteurs sont toujours pas, ne déposent pas la donnée. Donc, ça, c'est une première difficulté, c'est la complétude. Aujourd'hui, notre ressource base nationale, il manque de données parce que des producteurs, voilà. Et la difficulté, c'est d'identifier ces producteurs, c'est-à-dire qui sont ces producteurs qui ne déclarent pas les données. Alors, il y en a des petits entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais voilà, qui ont peu de bornes, de stations. Et il y en a d'autres, par contre, qui sont devenus importants, qui ont grossi avec le temps
et qui ne déclarent pas toujours leurs données. Et donc, cela, il y a un travail là-dessus qu'on mène, qui est aussi un travail de fourmi, hein, mais avec un objectif qui est de se rapprocher du baromètre à vert. Puisque aujourd'hui, on a un baromètre avec un écart de 30 000 points de charge avec ce qu'on a sur le consolidé. Du coup, quand on accède à la donnée consolidée, on peut se dire est-ce qu'elle est vraiment complète jusqu'où elle est incomplète et voilà. La qualité des données, qui est au cœur du sujet sur les IRVE, puisque le problème de l'obligation des données, alors l'avantage, c'est qu'on est obligé de les publier. Le désavantage, c'est que une fois qu'on les a déposées sur DataGouv, même si elles sont pas trop, si tous les champs ne sont pas renseignés, si on a une borne qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique, si on renseigne des tarifs n'importe comment, voilà. Donc tout ça joue sur cette qualité des données et on a un problème. Donc, il y a ce problème de rigueur de la donnée, de renseigner la donnée, mais le problème aussi de la gouvernance de la donnée. Donc, c'est là où on rentre dans des complexités fortes, c'est-à-dire finalement qui déclare la donnée pour qui. Aujourd'hui, nous, on appelle ça un producteur de données parce que ça nous arrange bien, mais un producteur de données peut être un aménageur, un installateur, un opérateur, une enseigne. Donc, qui déclare pour qui? Donc ça, un peu dans l'ADN de l'historique des IRVE, il y a eu ce choix-là qui a été fait de ne pas dire c'est telle personne qui doit déclarer et c'est tel acteur qui doit déclarer ses données parce que elle a installé, mais parce qu'elle suit la borne, parce que voilà, la responsabilité finalement a été un peu diluée, malgré les index de la FIREV, malgré tout ça. Du coup, l'administration des données, c'est simplement, c'est aussi qui déclare pour qui, mais il y a aussi derrière, qu'est-ce que je mets comme type d'information à l'intérieur pour reconnaître qui est le réel émetteur. Des évolutions constantes, donc en effet, les opérateurs, il y a des nouveaux types de services, les IRVE, tout ce qui est services IRVE subissent des évolutions. L'Europe vient de publier une mise à jour justement du règlement pour suivre ces mises à jour. Donc voilà, donc, tout ça, il faut suivre, ça n'arrête pas. Voilà. Des notions absentes, j'en ai parlé, les bornes, et puis surtout deux données qui font que le consolidé peut avoir mauvaise pub aujourd'hui, c'est les données d'accessibilité PMR qui sont quasiment pas remplies, et l'histoire de la tarification, puisqu'aujourd'hui, vous avez dû voir dans différents articles, aujourd'hui sur la tarification, il est difficile d'harmoniser ce champ, puisque ce champ est les types, les différentes modalités de tarification sont tellement différentes que c'est difficile de standardiser ce champ, mais il y a un enjeu très particulier là-dessus, puisqu'il y a des disparités au niveau des tarifications. Les données dynamiques qui sont en train de se mettre en route, mais ça met du temps. Alors pourquoi une difficulté? Parce qu'il y a certains producteurs, comment ils vont pouvoir disposer d'une infrastructure qui permet de mettre à jour toutes les 2 minutes une infrastructure informatique qui permet de mettre à jour toutes les 2 minutes chaque fois qu'il y a un changement, c'est 2 minutes la mise à jour pour envoyer la donnée mise à jour, qui vont pouvoir structurellement envoyer cette donnée. Voilà. Donc là, on a un peu une rupture au niveau de ce qui a été mis en place jusqu'à présent, où certains producteurs saisissaient dans leur Excel, faisaient un export, pouvaient vérifier grâce à Validata, grosso merdo, les données, et derrière, les envoyer. Donc là, sur le dynamique, on voit bien qu'il y a cette rupture. Et enfin, les échéances européennes. Donc voilà, donc les données dynamiques sont obligatoires depuis début avril 2025. Donc nous, on va publier Transport Data va publier un premier consolidé national dynamique. Par contre, il reste énormément de travail de publication pour les producteurs sur les dynamiques. Voilà. Ce que je te propose, Stéphane, c'est que comme il y a beaucoup de discussions dans le chat, on peut peut-être prendre une ou deux des questions, sachant que les autres questions, je pense qu'on va pouvoir les aborder aussi au travers des autres présentations, mais que ça permet peut-être de conclure cette première phase. Alors, en fait, il y a beaucoup de questions qui portent sur
sur la complétude des données que tu as évoqué, hein, la différence entre le baromètre à verre, ce qu'on trouve dans le pan, et puis la question de est-ce qu'il y a des doublons ou pas. Et derrière la question que moi je lis, c'est est-ce qu'il y a un endroit où on peut, parce qu'il y a une base sur laquelle on peut se fier pour dire ça, c'est ça les bornes en France, modulo, les quelques-uns qui sont un peu perdus et qui ne sont pas dans la base, mais parce qu'ils sont peut-être trop petits ou un peu à l'ouest. Euh, est-ce qu'on peut se dire que c'est ça aujourd'hui la base par exemple du PAN, enfin, qui est sur DataGouv pour l'instant, mais que c'est quelque part la vraie base de référence, il en manque quelques-unes, après tous ces 30 000 sur 150 000, c'est pas tant que ça, et que les autres, elles sont un peu, c'est un peu la longue traîne des bornes de recharge, voilà, elles sont juste un peu perdues. Est-ce que c'est ça c'est ça qu'on peut dire aujourd'hui? Est-ce que c'est à peu près fiable les bornes qu'on a dedans, ou du le fait qu'il y a des gens qui les positionnent pas où il faut, ce genre de choses? Enfin, comment tu, quand tu décrirais la situation aujourd'hui sur ces données statiques qui sont quand même essentielles, effectivement, et qu'est-ce qui peut être fait ou qui va être fait en la matière pour peut-être améliorer un peu les choses Hmm. à l'avenir? Parce qu'il y a beaucoup Alors, de questions qui tournent autour de ça, en fait. ok. Je ne suis pas sûr d'avoir compris le périmètre de la question, mais en gros, qu'est-ce Et qu'on où est va. la référence? Est-ce qu'on a une référence aujourd'hui, on va dire, ouverte, open data? Et a priori, ça se trouve sur le pan. Et jusqu'à quel point c'est une référence? Et jusqu'à quel point on peut l'améliorer, éventuellement? C'est quoi les Alors pistes? aujourd'hui, à ma connaissance, personne ne sait combien il y a de chiffres exacts, un chiffre exact de points de charge ou de stations peut-être, mais en tout cas, de points de charge, je ne connais pas d'opérateur public ou privé qui ait cette donnée-là. Voilà. JREV a des données, elles ne sont pas complètes. J'ai entendu que JREV avait toutes les données, je ne sais plus, dans un webinaire précédent. Non, non, JREV n'a pas toutes les données puisqu'il ne regroupe pas toutes les stations en France. Nous n'avons pas cette donnée-là. JREV et l'AVER font un baromètre qui est sérieux, hein, mais qui est basé sur les stats. Il y a peu de temps, on a découvert qu'Enerdis avait aussi son open data et ses stats, qui sont assez proches. Le nombre total de points de charge est assez proche de celui estimé par le baromètre. Donc, on s'est dit, bon, ben, c'est plutôt une référence. Donc, voilà. Donc, en termes de, aujourd'hui, si quelqu'un a la réponse de combien physiquement il y a de points de charge en France, ben, qu'il n'hésite pas à le donner à transportdata.gouv. Donc, ça, non. À ma connaissance, il n'y a pas ce chiffre-là consolidé. Donc, ça, c'est la première chose. Après, sur nous, c'est ce que je dis aux partenaires, je dis, alors, nous, il y a des doublons, on a un travail à faire qui est suite à la reprise, j'ai déjà dit, mais suite à la reprise du consolidé, qui est le travail de nettoyage, donc qui n'y ait plus de doublons. Après, les doublons, c'est extrêmement compliqué, il faut les éditorialiser, c'est ce qu'avait fait DataGouv, on va essayer de le faire d'une manière plus précise, mais c'est très difficile parce qu'il y a des histoires de mise à jour de bornes. Est-ce que c'est un doublon? Est-ce que c'est une mise à jour? Une histoire de référence qui l'opérateur change, mais la référence reste la même. Mais voilà, il n'a pas changé ça, il n'a pas mis sa propre référence dans le point de charge. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je dirais que nous sommes la réalité du terrain, enfin la base de données, puisque les producteurs déclarent ces données, donc ils les déclarent à partir de leur système. Donc, du coup, globalement, je dirais que nous, une fois que le nettoyage est fait, qui va être fait, les règles d'éditorialisation, nous allons avoir la réalité des bornes qui sont sur le terrain, même si ce n'est pas complet. Ça répond à ta question, Ghislain, ou pas? Non, très, très bien, très bien. Enfin, c'était pas ma question, c'était celle de tout Ah, le monde dans pardon. le chat, mais oui, oui, que je vais essayer de reformuler. Très bien. Ce que je propose, c'est que, de toute façon, tu auras l'occasion, je pense, de réintervenir dans la suite, puis tu vas pouvoir regarder aussi les questions dans le chat. C'est peut-être de passer la parole à Tuto, qui va venir un petit peu compléter ce panorama et répondre aussi, je pense, à certaines des questions, je pense, dans le chat. Et puis, en plus, Tuto, tu as vu les questions, je pense, donc ça te permet d'orienter ta propre présentation. Oui, Euh, tout Merci à beaucoup à toi, fait. Stéphane. Et puis, on compte, de toute façon, après, on aura un temps tous ensemble. Vas-y, Tuto. Super, merci beaucoup. Alors,
Déjà en termes de contexte de cette présentation, donc elle s'est faite, c'est une étude que j'ai menée pour En route dans le cadre du projet européen Deploy EMDS. Et comme son nom l'indique, c'est un peu complémentaire de toutes les, on va dire, toutes les initiatives européennes qu'il y a autour des points d'accès nationaux et notamment NAPCOR, dans la mesure où cette fois-ci, ça se fait vraiment dans le cadre on va dire, d'un data space européen dédié aux mobilités et surtout, et je le précise parce que vous allez voir des chiffres qui sont légèrement différents de ce qu'a présenté Stéphane. Cette étude s'est faite au mois de février de début de cette année, donc il y avait des ressources indiquées par Stéphane qui n'étaient pas encore disponibles, au niveau des points de charge. Alors, pourquoi est-ce que, on a mené cette étude? C'est parce que dans le cadre du projet européen Deploy MDS, En route est impliqué aux côtés de Instant System et EONA X pour étudier on va dire, la valeur ajoutée de l'intégration de données tierces dans les calculateurs d'itinéraire et les applications de masse. Et dans données tierces, c'est-à-dire qu'on avait pour but d'évaluer quel serait l'apport pour l'utilisateur final, pour on va dire l'usager, le passager, d'avoir à disposition des données de type borne de recharge, mais aussi parking et tout un tas d'autres informations à destination de l'usager pour pouvoir faciliter un report modal et notamment faciliter le fait que, on va dire, certaines personnes pourraient utiliser d'autres modes de transport, en tout cas plus verts, plus vertueux, pour aller faire des déplacements domicile-travail. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que l'étude a été faite et non pas dans une perspective d'ouverture de la donnée, d'open data, mais et je vais y revenir, on s'est beaucoup basé sur ce qui a déjà été fait, sur ce qu'on a pu trouver. Vu que c'est un projet européen, donc c'est pour ça que et je suis désolée, mes slides sont en anglais, mais je vais essayer de vous faire la présentation bien comme il le faut en français. On a commencé par regarder ce qui se faisait au niveau européen sur tous les types de données qu'on pouvait avoir sur les points de charge, les infrastructures de recharge de véhicules électriques et la disponibilité des données. On s'est rendu compte en faisant une étude, donc cette étude où on l'a faite sur 8 pays européens différents, que la plupart des jeux de données qu'on trouvait assez facilement étaient vraiment le résultat d'une agrégation. Donc vraiment comme en réponse à ce que Stéphane a présenté sur le point d'accès national français, on a trouvé plus ou moins la même chose sur d'autres plateformes qui n'étaient pas toujours des points d'accès nationaux de données, mais toujours des agrégats de données et pas de données unitaires comme ce qu'on pouvait avoir beaucoup plus du monde des transports publics où on pouvait avoir chaque AO, chaque transporteur qui mettait à disposition ces données. Tout à fait aussi en réponse avec ce qu'a présenté Stéphane, la plupart des données qu'on a trouvées facilement étaient des données statiques, planifiées, donc vraiment descriptives de ce qu'il y avait comme infrastructure de charge de véhicules électriques qui étaient disponibles, beaucoup dans des points d'accès nationaux européens, je l'ai déjà dit. Mais ce dont on s'est aussi rendu compte, c'est que malgré l'ensemble des directives qu'il existe aujourd'hui autour du monde des ITS et du partage de la donnée, toutes n'étaient pas standardisées. Donc certains sont en avance de phase. La France est toujours un bon exemple et un bon élève de ce côté-là, avec des schémas consolidés, avec de la documentation, avec des choses qu'on pouvait aller chercher. Et d'autres, il y avait juste les données sans grand-chose à côté. Et il y avait toujours cette dichotomie, on va dire, qui est un peu, qui n'a pas été tout à fait levée côté européen, où d'un côté, on a des données parking qui sont dans le format NetEx, et d'autres, d'un autre côté, on a des données qui sont plutôt du monde du routier, qui sont dans Datex. Donc, au moins, c'est deux formats européens, on dira, et d'autres qui sont dans des standards tiers qui sont très intéressants, certains étant plus ou moins documentés. Donc, il y avait toujours cette zone grise de savoir est-ce qu'il fallait qu'on cherche côté trafic routier et jeu de données associés ou est-ce qu'il fallait chercher côté plutôt multimodal et donc côté MMT, ces points d'accès nationaux dédiés. Euh, on, voilà, donc quand on a commencé à creuser un peu plus sur les jeux de données qu'on a récupérés, on s'est rendu compte qu'il y avait, voilà, donc c'est ce que je disais, il y avait tous ceux
qui faisait du DATEX. Il y avait aussi d'autres standards, spécifications techniques internationales de type OCPI et OCPP. On avait donc les schémas nationaux comme ce que Stéphane a présenté pour la France, ce qui fait qu'il y avait aussi un nombre de formats, cette fois-ci, de fichiers de données qui étaient très, très différents entre les CSV, qui était ce qu'on a trouvé le plus souvent, mais du XML, mais aussi du JSON. Donc, d'un point de vue réutilisateur de données, d'un point de vue agrégateur de données, on s'est tout de suite confronté finalement à une multitude de jeux de données qu'il fallait qu'on intègre, qu'il fallait qu'on puisse étudier de manière un peu différente. Donc, c'est un des freins, on va dire, à la réutilisation de données si on se place dans un contexte européen. Cependant, parmi les bonnes nouvelles, on va dire, malgré cette diversité de fichiers de jeux de données, de fichiers informatiques sur lesquels on pouvait qu'on pouvait se mettre sous la dent, on s'est rendu compte que de manière générale, c'est des jeux de données. Encore une fois, par rapport au transport public conventionnel, qui est le domaine d'où je viens et d'où En Route a plus d'habitude de travailler, c'était des jeux de données qui étaient relativement faibles en termes de taille et avec on va dire une fraîcheur de la donnée qui était relativement haute, puisque toutes les données consolidées étaient échangées suffisamment régulièrement. Donc, on n'a pas eu de grosses difficultés, on va dire, à ingérer cette donnée, en tout cas pour ce qui est de la donnée planifiée statique. Par contre, voilà, comme l'a déjà dit Stéphane, sur la partie dynamique, on a eu beaucoup plus de difficultés à vraiment se faire une idée de ce qui était disponible. Alors, on a fait quelques présentations, donc je ne vais pas revenir dessus parce que Stéphane a déjà présenté ce qui se faisait côté France, donc qui est sur le schéma, et on a eu en illustration la même chose qui était côté point d'accès national, mais cette fois-ci côté transport routier, donc du DATEX avec des chiffres qui sont voilà, relativement pertinents pour le marché espagnol. Et je pourrais vous envoyer, si vous êtes intéressé, l'étude complète où on a fait la même chose côté nordique et voilà, pour vraiment essayer de comparer s'il y avait de très, très grosses différences sur la couverture, on va dire, géographique des données, parce que c'est vraiment ce qui intéresse plus les acteurs de type masse ou consolidation des données, agrégation des données. Euh, pour revenir à notre cas d'usage qui était, est-ce qu'on peut intégrer facilement ces données dans des calculateurs d'itinéraire, dans des solutions de type masse, dans notre cas d'usage de Deploy MDS en Île-de-France? On a une réponse, on va dire, en demi-teinte, qui est de dire oui, pour toute la partie descriptive, on peut assez facilement utiliser les données qui sont aujourd'hui disponibles dans les divers points d'accès nationaux, qu'ils soient côté multimodal, donc MMT, ou qu'ils soient côté trafic routier, pour faire, on va dire, une première description générale de ce qu'il existe et d'un point de vue agrégateur, orchestrateur de données aide à l'enrichissement des données. C'est pas trop compliqué de notre côté de faire évoluer nos outils pour pouvoir prendre en compte ces données et des acteurs tels que En Route ou des agrégateurs de données peuvent avoir un rôle à jouer dans cet écosystème de partage de la donnée quand il s'agit d'enrichir de la donnée existante. Par exemple, de dire, voilà, si on a déjà une donnée parking en ETEX, on peut venir rajouter des éléments qui sont vraiment spécifiques à la partie données de recharge. En revanche, côté dynamique, c'est là où c'était beaucoup plus compliqué de n'utiliser que des données en open data et c'est là aussi où nous, on a vu cette articulation très intéressante commencer à se construire entre points d'accès nationaux et data space, puisque, donc ça a été souligné aussi un peu dans le chat, beaucoup de données sur la disponibilité en temps réel et tout ce qui est roaming d'un point de vue offre tarifaire était plutôt disponible derrière des paywalls qui sont assez intéressants comme cas d'usage pour les data space, puisque dans ce cas-là, on peut venir avoir un contrat d'échange de gré à gré pour des jeux de données qui ont une valeur, on va dire, financière, ou en tout cas qu'on peut valoriser de ce point de vue-là. Et c'est là où on s'est vraiment dit que pour ce cas d'usage de l'intégration des données
de points de charge de véhicules électriques, on pouvait tout à fait dire, voilà, un acteur du MAS aurait tout intérêt à utiliser les données du point d'accès national ou des points d'accès nationaux pour avoir une première cartographie générale de l'offre qui existe dans le périmètre où le calcul d'itinéraire ou l'application MAS est développée. Et en plus de cela, rentrer dans des solutions de type data space pour venir aller chercher de la donnée de meilleure qualité pour ce qui est de l'information en temps réel, mais aussi peut-être plus fine sur des propositions de roaming, compatibilité de comptes, de cartes, etc. Donc voilà, c'était vraiment le message clé de notre étude, de dire qu'aujourd'hui, c'est euh, deux solutions qui sont complémentaires d'un point de vue, encore une fois, d'agrégation, réutilisation de la donnée, qui était le cadre de notre étude. Et nous, on avait vraiment cet intérêt de dire, est-ce que cela fait sens pour des acteurs du mass ou de l'enrichissement de la donnée, de rentrer dans ce genre de sujet. D'un point de vue plus technique, parce qu'encore une fois, c'est vraiment le cœur de métier de l'équipe d'En route, on s'est quand même heurté à des questionnements où on pense il serait intéressant que des acteurs comme le point d'accès national et autres puissent porter à l'échelle plus européenne, de dire on a quand même besoin de clarifier si est-ce qu'on va aller vers du tout DATEX avec possibilité de faire des passerelles DATEX-NETEX qui sont assez simples parce que fichier XML, parce que relativement dans le même, on va dire, construit de la même manière que la plupart des normes européennes, donc on trouvait facilement des correspondances, ou est-ce qu'il va falloir intégrer des données qui sont aujourd'hui disponibles dans les schémas nationaux, dans d'autres spécifications internationales, et auquel cas, ce serait quand même relativement bien que les réglementations en cours et en tout cas l'implémentation de ces réglementations ait une meilleure articulation entre MMTIS, RTTI, AFIR, parce que sinon, d'un point de vue agrégation de données et de savoir exactement quels sont les jeux de données à utiliser et pertinents sur lesquels on doit passer du temps pour faire de l'intégration, ça devient un peu plus complexe du côté réutilisateur. Et voilà pour ma présentation au nom d'En route. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Si jamais il y a des questions, j'ai vu que ça s'était un peu enflammé dans le chat, mais je ne peux le retrouver que maintenant. Alors, je vois dans les questions, y a-t-il un lien pour En route? Alors, on n'a pas de lien dédié. Il y a eu, j'ai vu passer le lien vers le cas d'usage qu'on avait au sein de Deploy MDS. Par contre, je peux tout à fait, enfin, je sais que les slides seront partagés, donc il y a mes coordonnées, il y a l'ensemble des détails de ce que j'ai présenté et j'ai mis en annexe de la présentation que je ferai passer à travers la FAMOB toute on va dire l'étude complète, elle fait, je crois, un peu plus de 20 slides. Alors, la question de Sarah. Alors, si je comprends bien la question de Sarah, il y a la question de différenciation par rapport aux données de temps réel TC et que toutes les AO doivent fournir en open data. Alors, j'avoue que c'est vraiment sur la partie où autant transport public, règlement MMTIS, je trouvais que les catégories de données à partager entre le statique et le temps réel en open data étaient super claires. Au moment où j'ai mené l'étude, donc AFIR n'était pas tout à fait finalisé, puisqu'on était en février et c'était encore en pleine discussion. Et je vois effectivement que Stéphane sourit. Donc, il est d'accord avec moi, il y a eu une confusion complète dans les annexes. Et en toute honnêteté, aujourd'hui, quand je l'ai relu, je n'ai pas trouvé ça très clair. Je ne sais pas si Stéphane, tu as pu suivre les dernières avancées de Affirm, mais je pense qu'effectivement, il y a toujours ce flou un peu constant entre ce qui doit être partagé ou pas en open data. Joker. Voilà, après, c'est une réglementation qui est en cours de travail et je me rappelle des conversations qu'on avait eues aussi quand MMT avait été revu courant 2023-2024. Il y a beaucoup de tractations derrière ce genre de règlement européen. Donc,
quelque part, nous, du côté de Deploy MDS, on avait dit, bah, finalement, on a cette chance-là de pouvoir travailler à la fois sur des données disponibles en open data et celles qui sont dans les data space. Donc, on va dire qu'en tant que solution d'agrégation de données, on pouvait se reposer sur les deux, mais oui, on aurait aimé, et c'est un peu ce que j'avais dans l'une de mes dernières slides, on aurait aimé beaucoup plus de clarté sur le modèle de MMTs, de ce qui peut être partagé ou pas en open data et ce qui sera derrière des paywalls constamment. Alors, Ghislain, peut-être que tu as mieux suivi que moi ce qui se passait dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'il faudrait qu'on Ah, aborde immédiatement? non, j'étais muté en essayant de parler, donc ça marchait pas bien. Enfin, je m'étais muté. Mais je me disais que, vu ce que vous venez d'échanger là sur cette question de c'est quoi le périmètre, notamment du temps réel, qu'est-ce qui relève de l'open data, qu'est-ce qui relève du travail des agrégateurs, c'était une question que je m'étais d'ailleurs notée pour la discussion après, mais c'est parti directement. Est-ce que c'est pas quelque chose qui mériterait une forme de clarification ou une position, une doctrine peut-être du PAN, comme il y a sur d'autres sujets, sur la documentation du PAN, sur les différents types de données, c'est très très précis et clair. Est-ce que c'est quelque chose qui peut-être pourrait être euh, faire l'objet d'une réflexion et d'une position un peu claire pour permettre à tout le monde de bien comprendre ce qu'il en est, à quoi s'attendre à l'avenir en termes d'approche et aussi de clarification par rapport aux différents règlements applicables qui sont, comme on a à l'intersection et que la réponse n'a pas l'air évidente. Qu'est-ce que vous en pensez, que ce soit Stéphane ou peut-être toi aussi, Georges, tu as peut-être un avis sur le sujet, vu que c'est aussi dans Alors, ton périmètre les standards. Mais... côté PAN, c'est pas le boulot du PAN de faire pression. Le boulot du PAN, c'est en tout cas d'être à jour sur les normes et de suivre l'obligation. Ceci dit, ça n'empêche pas nous d'avoir des avis et de faire remonter les avis, euh, de dire voilà ce qu'on préconise, ce qu'on voit sur le terrain de la donnée entre guillemets. Mais en effet, Georges aura plus peut-être de billes là-dessus. Je ne sais pas s'il est là, Georges, il participe. Non, pas, je l'ai pas vu. Ah, il est connecté, mais parfois il a des, je sais qu'il a parfois des contraintes en parler, là, je dirais. Donc, je sais pas s'il est là disponible, mais on en reparlera, mais peut-être qu'il y a un sujet en Oui, tout voilà. cas. Alors, bonjour Georges. Bonjour. On a trouvé un super sujet dans ton périmètre. Alors, C'est pas c'est-à-dire obligé de que faire une réponse temps réel, même si notre sujet est le temps réel. Mais ça peut être, voilà, ça peut être un sujet à approfondir dans un second temps, de se dire, mais finalement, comment on peut essayer de faire la part des choses de ce qui est prévu par les différents règlements, qu'est-ce qui n'est pas prévu, et peut-être le clarifier d'une façon ou d'une autre, puisqu'il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. alors, plus précis, peut-être. Oui, la discussion, elle portait sur le périmètre de ce qui doit être publié comme données en temps réel, bien sûr sur le sujet des IR spécifiquement. Et qu'est-ce qui doit être publié gratuitement en temps réel, avec quel niveau par exemple, de temps réel, de fréquence, ce genre de choses, et qu'est-ce qui est du domaine des agrégateurs de données qui font un travail additionnel et différent. Et on a vu dans les discussions en tout cas qu'il y a différentes appréciations, il y a des zones d'ombre liées au fait qu'on est entre la route et le transport public. Et voilà, il n'y a pas une réponse unique en tout cas qui ressort là. Donc c'est peut-être un sujet à investiguer, on va dire au calme, pour peut-être au moins faire un état des lieux de ce qui est prévu en la matière et que ce soit un petit peu plus peut-être précis. Voilà. En tout cas, c'est ce qui ressortait de la Ok. discussion et les différentes Ouais, formules. j'ai pas tout suivi la discussion là, les échanges, je viens d'ouvrir. En effet, il y a pas mal de commentaires. Merci d'ailleurs pour les Bon, commentaires. Alors, je me présente peut-être du coup parce que vas-y si tu veux. donc, je suis Georges Gonzalez, donc responsable standardisation au sein de la DGITM, dans le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Euh, donc, je m'occupe de la politique de standardisation. Donc, j'accompagne les groupes de normalisation, dont la CN03, au sein de laquelle travaille Tuto. Euh, mais du coup, je fais aussi le lien avec nos partenaires européens. Donc, j'ai pas tout suivi sur les commentaires, mais c'est très important. Enfin, je les lire avec intérêt parce que je m'occupe de faire le lien avec ce qui se passe au niveau européen.
Donc, il y a notamment le projet NAPCOR. Donc, NAP, c'est National Access Point. Et NAPCOR, c'est du coup NAP, Coordination Organization for Europe, au sein duquel se réunissent les, les 27 points d'accès nationaux et plus. Donc, il y a d'autres pays qui participent également. Et on s'occupe de l'alignement des normes et, euh, et des pratiques euh, concernant l'ouverture des données. Donc, on peut porter des sujets et des difficultés au niveau national et du coup essayer de trouver des solutions communes. Après, donc ça c'est pour le contexte. Donc comme ça, vous pouvez voir que enfin, du coup, ces retours, ils peuvent trouver un écho qui peut avoir de l'impact sur la réglementation nationale et sur la réglementation européenne aussi. Alors, maintenant, concernant la situation actuelle, du coup, effectivement, il y a plusieurs règlements qui régissent cette partie-là. Donc, tout les a mentionnés tout à l'heure, j'ai suivi d'une oreille, mais enfin voilà, je les ai entendus. Euh, Ce qui se passe, c'est que du coup, sur cette partie-là en particulier, il y a eu un changement récemment. Donc, avant, enfin, jusqu'à présent, c'était sur la partie multimodale, maintenant, ça passe sur la partie routière. Donc, bref, c'est un changement d'organisation qui a peu de conséquences pratiques, mais au niveau organisationnel, ça change quand même certaines choses. Euh, Maintenant, concernant les obligations, et plus particulièrement si on distingue la partie statique et la partie dynamique, elles n'ont pas changé, mais effectivement, on se pose des questions enfin, sur la propriété de ces données, les manières de les échanger. Et donc voilà, enfin, donc, toutes ces questions-là, elles sont d'actualité. Euh, c'est bien d'avoir des retours sur ce qui se passe concrètement. Euh, voilà ce que j'aurais à dire. Enfin, Ok. après, s'il y a des questions plus précises. Non, mais merci Georges. Et puis du coup, maintenant, tu es aussi identifié dans le chat. Donc tu vas peut-être avoir des questions additionnelles qui vont venir. Il nous reste Ça marche. la présentation de Jean Bachmann donc de Métropole de Montpellier. Je propose qu'on te passe la parole, Jean, puisque je pense que tu vas à la fois aborder les choses sous un angle Ouais, effectivement, déploiement service aux usagers qui va bien compléter vraiment la discussion. À toi la parole. oui, bonjour Bienvenue. à tous. Merci Guilain, merci la Fabrique pour l'invitation. Donc, je m'occupe effectivement des sujets de développement de services de mobilité au sens large à la métropole de Montpellier et de la mise en place, on va dire, d'un observatoire de leur impact sur la mobilité réelle sur le territoire. Donc, je vais partager. Donc, effectivement, chez nous, ça me fait un peu une transition. C'est vrai que quand on s'est lancé sur un AMI un appel à manifestation d'intérêt pour mailler notre territoire de borne de recharge, c'est vrai qu'on avait déjà avancé sur le sujet du SDIRV à l'échelle du territoire régional, hein, occitan, on va dire. Et c'est vrai qu'assez rapidement, on s'était rendu compte de la difficulté d'avoir accès à l'exhaustivité, ou même pas l'exhaustivité, en tout cas avoir une vision à peu près fiable de ce qu'il y avait notamment sur l'espace privé. Comme je le disais un peu, hein, c'est vrai que pour faire ça sur le TC, etc., on a l'habitude de mettre en place des équipes, des gens qui s'occupent de ce genre de choses. Mais des acteurs privés, ils le font pas ou peu, ou en tout cas, ils vont le faire s'ils y voient un intérêt. Donc, c'est vrai que ça faisait partie des discussions qu'on peut avoir dans le cadre du SDRVE régional, de leur donner envie de nous diffuser ces données, et globalement, on n'y est pas très bien arrivé. Voilà. Donc c'est vrai que si ça, c'était ce que j'ai vu là jusqu'à présent, si on peut appeler ça une vision un petit peu horizontale à l'échelle du territoire national via l'électromobilité, nous on a une vision de toute façon chez nous un petit peu plus verticale avec des briques de mobilité vues toutes dans un seul sens, c'est-à-dire le développement d'un compte unique mobilité avec entre guillemets tout dedans, quel que soit l'exploitant ou en l'occurrence l'opérateur de recharge, le CPO, mais quel que soit l'exploitant du service. Donc c'est vrai que nous, quand on a lancé l'AMI, on est vraiment entré là-dedans, c'est-à-dire quelque chose qui soit intégrable directement dans le compte mobilité unique de la métropole de Montpellier. Pour être très clair, on a une société publique locale qui est en charge
à la fois de l'exploitation des transports en commun, d'une part, et d'autre part, si vous voulez, de ce compte mobilité unique, en tout cas de l'accès à l'usager à l'ensemble des services de mobilité du territoire. Et donc, pas, évidemment, pas uniquement l'exploitation, enfin, le transport en commun, mais aussi le vélo, le stationnement, les bornes de recharge, on est en train de faire l'autopartage, etc. Donc là, de toute façon, sur le cas concret des bandes de recharge, on a eu une vision assez claire dès le départ, c'est-à-dire que la société publique locale qui s'appelle la TAM intervient en tant qu'MSP, c'est-à-dire fournisseur de services, et donc en l'occurrence Itotem, l'entreprise qu'on a retenue dans le cas de l'AMI, intervient en tant qu'opérateur de recharge, gestionnaire des bornes, installateur, etc. Euh, donc, en fait, cette vision-là, nous, on peut la développer, la déployer, entre guillemets, assez facilement, parce que quoi qu'on en pense, et quoi que je puisse en penser d'ailleurs, la gratuité des transports nous a apporté une masse d'usagers sur nos, pas nos réseaux, mais en tout cas sur notre application, sur nos comptes extrêmement importante. Et évidemment, n'importe quel acteur, ça l'intéresse de rentrer là-dedans. Clairement, c'est des choses qu'on valoriserait de manière relativement importante si on était un acteur privé. Donc, de fait, ça n'a pas dérangé outre mesure Itotem de venir là-dedans en apparaissant quasiment comme un sous-traitant. Ce qui, pour n'importe quel usager, semble être le cas, parce qu'effectivement, au lieu de devoir dépenser des dizaines ou des centaines de milliers d'euros en image de marque, en communication, etc., là, ils sont entrés dans un cadre utilisé par plusieurs centaines de milliers de personnes localement, donc avec une visibilité de l'offre qui apparaît au fur et à mesure là, sur le territoire, sans commune mesure avec ce qu'ils auraient pu faire de leur côté, et ou via les moyens dont on a parlé jusqu'à présent. Donc en tout cas, ce cadre-là, il nous a permis des applications concrètes, hein, puisque comme on a intégré la donnée IRVE nativement, on a pu développer de la tarification, alors que je l'appelais intermodal, c'est pas vraiment intermodal puisqu'on fait la gratuité des transports, mais ça revient à ça. Un parcours usager complètement dédié et calé exactement sur les autres parcours usagers des autres offres de mobilité qu'on propose. On mutualise le SAV, et effectivement, Guylain l'avait dit en introduction, on est en train de développer un système de contrôle de place via le LAPI, puisqu'en fait, cette SPL en charge donc de ce que je vous disais est aussi en charge du contrôle du stationnement voirie dépénalisé. Ça nous permet de pouvoir, en fait, justement, il y a un travail qui est encore en cours, hein, c'est pas fini, entre justement Itotem et cette SPL sur les emplacements dépénalisés, de pouvoir utiliser les véhicules LAPI pour contrôler le bon usage des places, qui est un problème mondial, hein, j'allais dire, hein. Donc, on n'a pas la prétention d'arriver à tout régler. De toute façon, ça sera valable dans un premier temps que sur les emplacements dépénalisés, mais c'était de toute façon un des enjeux listés et priorisés dans le cadre de l'AMI en amont. Voilà. Je vais passer vite là-dessus. Ça, juste une seconde. Donc, c'est vrai que dès le départ, on l'avait vu un petit peu de cette manière-là, et c'est ce qu'on fait de toute façon, comme je vous le disais, sur l'ensemble des services de mobilité. La métropole, effectivement, via sa société publique locale, intervient en tant que fournisseur de services, MSP, et là, en l'occurrence, sur les bornes de recharge, Itotem intervient entre guillemets uniquement, mais c'est pas péjoratif du tout, en tant que CPO, c'est-à-dire l'opérateur de recharge. On Dis-moi, en est-ce est, que tu peux regarder juste excusez-moi, le le partage chat? d'écran? On est plusieurs à pas l'avoir en fait. Ah bon? Enfin, peut-être tout le monde, du coup. Ok. J'ai Alors passé, moi, je l'ai pourtant. il est passé au début et puis j'ai fait la rediffusion. Sinon, je peux aussi le Attends. repartager tes slides, hein, c'est un petit souci technique. Et- Désolé. Alors, je comprends pas pourquoi. Comme ça? C'est mieux là? Ah, ouais, c'est revenu là. Super. Ah, Merci désolé. beaucoup. Non, Pas de tu problème. n'hésite pas à m'interpeller directement, Guilain. Je regarde pas le chat en parlant. Ouais, ouais, non, je sais pas pourquoi. Je l'ai refait là. Bon. Aucun problème, c'est bon. Euh, Ok, donc j'en étais au cas concret, effectivement. On en est un peu là. Juste sur la synthèse, mais je vais passer très rapidement, c'est un certain nombre de points de recharge. Et comme je le disais, en termes de parcours, une offre directement intégrée au MAS. Donc tout à l'heure, il y a des gens qui se posaient la question de ce que ça voulait dire. Chacun a sa définition, c'est pour ça que moi, je n'utilise pas trop ce terme-là. Mais pour nous, à la métropole de Montpellier, le MAS, il est vu comme un compte mobilité, pour caricaturer et aller très vite, il est vu comme un compte mobilité unique
dans lequel on intègre l'ensemble des services de mobilité, qu'ils soient publics, privés, subventionnés ou non. C'est un planning, hein, il y a des ordres de priorisation, on n'a pas tout mis encore, mais c'est ça la logique, en tout cas la stratégie mobilité de la métropole. Je vais passer sur l'intérêt réglementaire, j'arrive au cas concret, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait pour nous un certain nombre d'intérêts d'usage à l'intégration native de la donnée RVE dans notre masse, en fait. Évidemment, il y a de la tarification intermodale. Alors, en l'occurrence, je vais y revenir, mais on a la gratuité des transports. Donc, c'est un petit peu différent, mais ça revient à ça techniquement. On a un parcours usager spécifique, un SAV mutualisé, et puis, je l'ai dit, le projet, enfin, ça commence, le contrôle des places sur les emplacements dépénalisés via le LAPI. Donc, sur la tarification, en fait, effectivement, il y a la gratuité des transports en commun qui a été mise en place sur le périmètre de la métropole de Montpellier, sur le périmètre de l'autorité organisatrice. Donc, effectivement, dans le cadre de l'AMI, les candidats, de toute façon, ont proposé, pour la plupart, c'était encouragé dans le règlement de consultation, une offre proposant une tarification un petit peu spécifique pour les... Alors, on peut le prendre de différentes manières, mais de fait, en tout cas, on l'a fait de manière spécifique pour les possesseurs de ce qui s'appelle un pass gratuité. Chez nous, en tout cas, des gens qui ont l'éligibilité à la gratuité des transports en commun, qui ont fait la démarche pour l'avoir. Ils ont une tarification préférentielle, attractive, aux bornes de recharge donc proposées à la base par Itotem. Ça se fait de manière, j'allais dire directe, hein. La personne, elle rentre soit avec sa carte mobilité, soit avec son application. Et comme la carte ou l'application sait si le possesseur il a la gratuité en cours de validité, ça lui donne accès directement sans qu'il fasse rien à une tarification spécifique. Et effectivement, pour les autres usagers, il y a accès à une autre tarification qui y passe d'ailleurs par la carte mobilité ou par l'application ou par tout autre canal. Donc ça, c'est le premier intérêt de la mutualisation de la donnée qu'on a mis en place, hein, c'est la tarification, ce que j'appelle intermodale. Nous, c'est de la gratuité, mais ça reste à ça. Donc le parcours usager, comme je vous l'ai dit, il est calqué sur toutes les offres. On a fait quasiment le même, si vous voulez, qu'un parcours d'accès au vélo en libre service ou à du stationnement en voirie. C'est vu de la même manière en matière d'ergonomie et en matière de process pour l'usager. Même en cas en l'occurrence, de recharge gratuite, hein, je ne me suis pas appesanti dessus, mais il y a un système de recharge gratuit une fois par jour pour un possesseur de passe gratuité en cours de validité sur les bornes les plus lentes avec la puissance la plus lente. Je pourrais extrapoler tout à l'heure, mais même dans ce cas-là, il y a de la même manière une édition de facture, etc. Donc le troisième sujet, c'est le SAV mutualisé, où on a intégré au numéro, j'allais dire direct, de notre société publique locale, le cadre des bornes de recharge, où on a essayé, c'est quelque chose qui est en train de rentrer dans l'ordre, puisqu'évidemment ça a mis du temps un petit peu à être compris, assumé également par les équipes qui s'en occupaient, on a distingué, mais directement dans le process de l'appel téléphonique, hein, dans le parcours usager, ce qui incombe on va dire, au compte mobilité de la personne, donc à notre SPL, et ce qui incombe à l'accessibilité de la borne. Voilà, et donc effectivement, on a un sujet qui nous occupe pas mal, qui est le contrôle des places. De la même manière, là, je redonne, c'est toujours un petit peu le même sujet. Euh, on a intégré nativement les données Itotem via notre SPL qui s'occupe d'un certain nombre de choses et aussi du stationnement voirie avec en l'occurrence la ville de Montpellier. Comme vous le savez tous, le stationnement dans la plupart des territoires est encore une compétence communale vue comme une extension du pouvoir de police. Donc effectivement, on développe un cadre je pense être un peu plus parlant comme ça. On développe un cadre qui permet effectivement au véhicule LAPI de vérifier si le véhicule qui est stationné sur l'emplacement de recharge a bien quelque chose à faire là. Donc en fait, il vérifie si un rechargement est en cours ou si un ticket payant en cours. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est Et, effectivement les quatre. Pardon. Guilain. et juste, Jean Audrey, dans ton exemple là, sur le contrôle des places, ça veut dire que vous avez
une base consolidée qui est accessible à un service tiers, en l'occurrence à la vérification l'API, pour consultation, pour obtenir la validité de est-ce que cet utilisateur, de fait, il utilise la borne, donc ça renvoie aussi à la disponibilité de la borne implicitement, Tout mais à fait, et par qui il l'utilise, quoi. tout à fait. Ouais. D'accord. Tu veux que voilà. Donc on a intégré effectivement le serveur totem comme module additionnel au service. C'est un peu technique, hein, ce que je vais dire là, donc voilà, j'ai hésité, j'en ai pas parlé. Donc en tout cas, ce module, effectivement, il devra recevoir la demande de vérification donc de la part de l'API, la récupération de la liste des identifiants, l'authentification au serveur donc du CPU de l'opérateur de recharge. Il émettra une requête vers le serveur en question avec la liste des identifiants, il récupérera la liste des sessions, et donc il saura si la voiture a quelque chose à faire là ou pas. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair dit comme ça m'étonnerait. Mais ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est que notre société publique locale étant titulaire de la délégation de service public stationnement en voirie, en même temps qu'étant via le contrat de transport, l'opérateur, si vous voulez, du MAS local, c'est-à-dire du compte mobilité publique, et comme on a intégré les données, comme on a intégré nativement les données issues de tout le service proposé par Itotem, via évidemment un cadre RGPD qui était consolidé, hein. Mais donc effectivement, on fait effectivement, on met les deux en face l'un de l'autre pour contrôler via les véhicules API le bon usage des emplacements de recharge. Encore une fois, comme je le dis, c'est valable que sur les emplacements dépénalisés. Sur Oui. tous les autres emplacements du territoire, on a les mêmes problèmes que n'importe où ailleurs, c'est-à-dire que ça doit être contrôlé humainement par ce qui s'appelle souvent les ASVP, ou en tout cas par les agents assermentés des polices des communes concernées. Et du coup, par contre, ils n'accèdent pas à cette information. C'est-à-dire quand ils voient un véhicule qui est garé sur une place véhicule électrique, ils n'ont pas, eux, la possibilité Et non, de vérifier. et non. Donc effectivement, Il faudrait une appli spécifique, quoi. dans mes discussions, effectivement. Alors après, je ne sais pas comment ça va évoluer le cadre de la dépénalisation du stationnement. Est-ce que ça va vraiment prendre de l'ampleur? C'est en train d'atterrir, à mon sens, en tout cas à l'intérieur des métropoles. Est-ce que ça va continuer à se développer, à prendre de l'ampleur? J'en sais rien. Mais c'est vrai que ça fait partie de mes discussions avec les maires, Hum. avec tout ou partie des 31 maires de la métropole de Montpellier sur le sujet. Parce qu'effectivement, je leur dis, ben, ils ont un sujet, hein, évidemment, ils veulent bien, la terminologie bien vouloir, on en est vraiment là, sacrifier entre guillemets des places thermiques pour mettre de la station pour véhicules électriques. Par contre, effectivement, ils veulent s'assurer de l'usage qui en est fait pour que ça soit pas complètement contre-productif, y compris en termes d'image. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je leur dis que malheureusement, j'ai pas vraiment de solution, mis à part s'ils acceptaient effectivement de dépénaliser le stationnement chez eux. Voilà, ce qui n'est pas Oui. si évident que ça. Souvent, comme je l'ai dit, D'accord. ça reste une politique qui est vue vraiment comme une extension du pouvoir de police. Mais, Donc ouais, c'est vrai que la plupart des communes, en tout cas, voilà, souhaitent conserver la main directe encore bien aujourd'hui sûr. sur leur stationnement chez eux. Tout à fait. Dans les échanges qu'il y a dans le chat, il y a un sujet qui tourne autour du rôle des différents acteurs. Et tu l'as évoqué dans ta présentation, puisque tu as parlé de IMSP, de CPO. Pour les gens dans le milieu, c'est plutôt clair. Pour ceux qui peut-être connaissent moins bien, ça peut être intéressant de rappeler ce qu'il en est. On a aussi parlé d'agrégateurs de données, donc d'autres acteurs qui, eux, agrègent, comme JREV, comme Charge de Map, sont amenés à agréger les données d'offres. C'est peut-être intéressant de revenir à la fois, toi, Jean, et puis ceux qui veulent aussi apporter des éléments sur quels sont les grands rôles qu'on retrouve dans le monde des IRV et des IRV avec aussi des collectivités qui jouent aussi un rôle dedans. Donc voilà, un CPO, un IMSP qui agrège des données et du coup sur qui retombe aussi ou pas les obligations de publication dont on parle ce matin, puisque on voit que là il y a une complexité.
Si certains veulent s'y coller, oui, ton schéma il est très bien pour ça, effectivement, Jean. Merci de le présenter. Peut-être on peut Mais partir de là, parce que ça donne si quelqu'un a envie de s'y une idée de coller, départ. non, mais je peux, voilà, Toi, tu fournis je le peux, schéma, et puis si quelqu'un veut voilà, fournir des non, mais, explications, que ce soit Tuto aussi euh, qui a creusé le sujet spécifiquement, tu l'évoquais dans le chat, ou bien sûr toi, c'est Stéphane, n'hésitez pas, c'est intéressant de rappeler, je pense, les différents rôles et comment ça se passe dans la pratique aussi. Qui publie aujourd'hui, en fait, voilà. Les données viennent de qui? alors, Celles qu'on retrouve dans la base du PAN. sur les données qu'on retrouve dans la base du PAN, en tout cas chez nous, on a peut-être tort, Mhm. mais c'est un service qui est proposé par Itotem, donc c'est à Itotem de publier. Je vais C'est le des faire. choses qu'on leur rappelle assez régulièrement, en l'occurrence donc au CPO, à l'opérateur de recharge. Ouais. TAM, pour le coup, notre SPL a des habitudes d'obligation en matière de diffusion de Mhm. données en open data, hein, je l'ai dit en Ouais. introduction, Transport public. ils y passent du temps sur le transport en commun, Mhm. etc. Donc c'est vrai que si je les obligeais également à le faire, ils le feraient. Mais de notre point de vue, en tout cas pour l'instant, c'est à Itotem de le faire. Peut-être tort. D'accord. Voilà. Déjà, il y a quelqu'un qui est chargé de le faire, ce qui est déjà en soi une bonne Ouais, nouvelle. ouais, ouais, non, mais C'est peut-être pas toujours le cas, donc je sais pas. Mais en tout cas, je leur en voilà. parle assez Ouais. régulièrement. Et puis même en interne, en fait, comme on a le sujet de l'open data en général, il est pris à peu près au sérieux quand même Mhm. par le pôle numérique chez nous. Ils me demandent à peu près assez régulièrement où ça en est sur tel ou tel Ouais. sujet dont je m'occupe, puisque je Et m'occupe. est-ce que ça fait partie de votre contrat avec eux, enfin dans la convention que vous avez avec eux, ça fait partie des obligations ou c'est plus quelque chose que tu leur rappelles en direct, mais qui Alors n'est pas là, forcément c'est quoi. Parce que une dans bonne les DSP question. transport public, par exemple, c'est assez fréquent maintenant que justement l'opérateur de transport ait chargé de l'application Open Data. Et je pensais Ouais, officiellement dans la DSP tout comme une à fait. obligation contractuelle parmi d'autres, quoi. Mais Elle y est clairement chez nous. La d'accord. grosse différence quand même entre ce qu'on fait là et ce qu'on fait via les transports en commun, c'est qu'on n'a pas vraiment de contrat. On a une convention d'occupation de données publiques Oui, avec eux, la c'est le convention. principe de l'AMI. Oui, je Donc je voulais parler de la pense que convention du ça a coup. Ouais, c'est pas forcément dans. été, je Ouais. pense que c'est intégré dedans. Après, est-ce qu'il y a des, je pense pas avoir de toute façon comment dire. Est-ce que je peux par exemple, leur mettre des amendes quelconques s'ils Oui, font pas pas ce qu'il forcément. y Ouais. a? Je suis pas convaincu, quoi. Contrairement Non, à ce mais que je c'est peux juste. faire à Ouais. terme sur les autres Hmm. services pour lesquels ils sont chargés de l'exploitation. Après, bon, François l'a du coup fait remarquer dans le chat qu'il y a, en théorie, il n'y a même pas besoin parce que c'est écrit dans le règlement, mais il y a cette idée que parfois, quand c'est écrit dans le contrat, même s'il n'y a Ouais, pas forcément de sanction spécifique, ça permet quand même justement de le rappeler plus facilement en disant, bah, c'est quand même non dans mais le là, contrat qui régit notre relation, nous quoi. Donc, on en a parlé beaucoup et très tôt parce que justement, ouais. on avait eu l'exemple du SDIRV avant où on avait vu Hmm. que, en tout cas, ça pouvait être réglementaire et ça pouvait être une loi avec des décrets d'application. Hmm. C'est pas pour ça que des organismes privés, s'ils y voyaient pas d'intérêt, le faisaient. C'est Oui, aussi bien une sûr, discussion que j'avais avec les c'est autres clair. ZAO Hmm. du périmètre régional où je leur disais mais que Tout à si, fait. enfin, fallait assumer les choses, mais que si on voulait en tout cas avoir une vision claire, il fallait leur Hmm. donner un petit peu une carotte aussi. Voilà. Très bien. Tuto, Stéphane, est-ce que vous voulez compléter un peu Ah bah oui. la réponse sur le sujet, comment ça se passe ailleurs aussi, et dans les données qu'on a aujourd'hui, elles viennent d'où en fait, de qui, avec quel rôle? Alors, très clairement, comme l'a dit Jean, de ce que j'ai vu et aussi dans les autres pays européens et les points d'accès nationaux, s'il n'y avait pas une volonté forte de l'AO ou de voilà, l'équivalent dans les autres pays, on avait très peu de données qui étaient de qualité et consolidées parce qu'effectivement, le réglementaire suffit pas, mais ça a été pareil aussi sur du côté, on va dire, transport en commun où on avait beau avoir un règlement délégué européen depuis 2017, c'est pas forcément pour autant qu'on avait toutes les données en open data qui étaient spécifiées dans le règlement. Et côté espagnol, ça a été très, je l'ai vu arriver de manière très marquée dans la mesure où dès que le point d'accès national espagnol a décidé de rajouter partout l'obligation de partage de données en ATEX, tout d'un coup, on est passé de zéro données disponible à l'agrégat que j'ai montré tout à l'heure, qui n'était pas parfait, mais voilà, c'est-à-dire que ça avait bien infusé cette idée de dire qu'il faut écrire quelque part dans les DSP, dans les contrats, une obligation de partage en open data. Et ça permet de clarifier les choses aussi, Tout à fait. et de les Et suivre, de les notamment piloter comme un indicateur aussi. et de la responsabilité des uns et des autres. Enfin, on l'a vu il y a 10 ans côté TC, où chacun se disait non, c'est pas moi, c'est l'autre, etc. D'accord. Il y a une question de Nathan. Je pense que la réponse était comme présente dans ce que tu as dit, Jean, sur le fait qu'il y avait à la fois une coordination avec JREV, mais qu'il y avait aussi une publication sur le PAN qui était faite par Itotem, enfin, sur le PAN, ou en tout cas en open data, qui était faite a priori. Je pense que la réponse est bien les deux.
Tu confirmes. Ouais, je confirme, tout à fait. Et pour compléter ce qu'a dit Tuto, effectivement, il y a des moyens qui ont été mis en place pour suivre ça, à la fois à l'intérieur des autorités organisatrices et chez ces exploitants, notamment sur ce qui concerne les transports en commun, parce que de toute façon, ça reste des activités qui sont largement payées par la puissance publique. Sur les bornes de recharge, je pense qu'à mon avis, il doit y avoir bah, les échanges là, ils montrent que encore aujourd'hui, on a un sujet sur toute l'offre privée, puisque en tout cas, on manque Hum, de levier pour les intégrer dans cette démarche-là, quoi. D'accord. Oui. Parce qu'il y a aussi une volonté pour vraiment donner une vision complète aux utilisateurs, quoi. Stéphane, je te laisse compléter, puis après, pour terminer, on terminera sur un petit sondage pour conclure les discussions. Ouais, nous, en fait, on fait remonter l'idée que dans les appels d'offres et les mises en marché, il est bien, c'est notre job de rappeler auprès des AOM ou auprès des collectivités de bien mettre les datas et les formats surtout et l'évolution possible des formats dans les cahiers des charges. Pour ce qui est de qui déclare, pour nous, et là on a travaillé sur les équivalences avec le schéma européen, et le schéma européen reprend ça, c'est vraiment le CPO, quoi. Donc l'opérateur, c'est lui normalement qui est en charge de déclarer la donnée. La responsabilité. Après, le problème, c'est que le CPO n'est pas vraiment le CPO forcément. C'est ça le souci. Donc ça, comment vérifier ça Il peut y voilà. avoir différentes couches, différents prestataires, selon les organisations, quoi, en fait. Voilà. Le dernier élément, là, j'ai pas eu le temps de finir la présentation, mais vous pourrez la lire sur les intentions et comment on va matérialiser l'évolution de se consolider. Il y a notamment un durcissement de la législation au niveau. Les autres modes bénéficient du contrôle de l'ART, c'est-à-dire c'est un levier fort. Voilà, sur la mobilité électrique, historiquement, on n'a pas voulu de, de contrôle fort, on a plutôt misé sur une incitation. Donc là l'idée, ça serait d'avoir quelque chose de plus contraignant pour que les producteurs de données publient leurs données. Ouais, qui publie, qui a plus de mise en qualité, une amélioration continue finalement. Ce que je vous propose, et puis ça sera un support pour votre mot de la fin, on a préparé 3 questions, si Julie, tu peux les lancer. 3 questions pour tout le monde, auxquelles on vous propose de répondre à chaud, spontanément, pour éclairer la discussion, en tout cas aboutir à une forme de pré-conclusion sur l'importance d'avoir une base de données statiques, celle qui est en cours de construction et qui existe déjà et qui s'enrichit, jusqu'à quel point c'est important de l'avoir. La deuxième, c'est sur la partie open data temps réel pour les utilisateurs finaux. Est-ce que c'est important finalement de l'avoir et jusqu'à quel point, notamment parce que quelque part, cette donnée temps réel est parfois disponible sous d'autres formes en fait, et donc peut-être que c'est pas si important que ça, le côté open data, je sais pas. Et la troisième question, c'est sur est-ce que les acteurs publics, on en a un petit peu moins parlé là pour l'instant, parce on a approfondi beaucoup d'autres sujets, mais est-ce que les acteurs publics pourraient tirer parti de cette donnée temps réel dans la manière dont elles pilotent les services, dont elles pilotent l'offre sur leur territoire, dont elles s'assurent que les usagers trouvent des réponses, et trouvent la bonne information, mais aussi pour piloter des investissements, des choses comme ça. Donc, voilà, est-ce que vous pensez que c'est un sujet dont les collectivités et les acteurs publics en général seraient capables de se saisir si dans les mois qui viennent, grâce au travail de Stéphane et du PAN, on a des bases temps réel éventuellement qu'on peut historiser ensuite, est-ce que ça va permettre aux uns et aux autres de s'en saisir et peut-être de faire des choses nouvelles avec pour accompagner le déploiement des IR. Je vous laisse 1 minute aux uns et aux autres. Il n'y a que 3 questions quand même là. On ne demande pas d'email ou quoi que ce soit, de cocher des choses spéciales. C'est juste pour animer aussi la discussion. Je ne sais pas si, comme moi, vous voyez les réponses qui s'affichent en même temps. Non, non, c'est moi parce que je fais partie des coordinateurs, donc je vois les réponses. Moi, je réponds pas aux questions. Mais on va vous montrer les réponses dans quelques instants dès que vous aurez répondu. On a déjà 11 réponses. Je pense qu'on est 20 participants, donc on doit pouvoir monter à 16-17, sachant qu'on est 3 ou 4 ordinateurs. Peut-être on peut se donner 20 secondes. Et puis comme ça, sur cette base-là, je sais pas moi qui vais commenter les résultats de ce sondage, mais je demanderai du coup à Tuto, Stéphane et Jean
de me dire ce que les questions, mais surtout les réponses. Les 3 réponses vous inspirent quand on aura affiché les résultats. Voilà. Et ce sera peut-être notre tour de table de conclusion. Il y a clairement un biais de sélection totalement assumé dans les participants. D'abord, nous avons la crème de la crème ce matin, 20 participants, 25 tout à l'heure. Donc, c'est totalement assumé, il n'y a aucun problème. Et on ne publiera pas avec un logo IFOP. Donc, et ça n'engage que les participants. Bon, on va s'arrêter à 14. Il y a des gens qui veulent faire exercer leur droit au silence. Donc, il n'y a pas de problème. Mais on a les noms. Je ne sais pas si on les publiera. Euh, alors, on peut mettre fin, je mets fin au sondage, comme ça vous allez voir les résultats normalement si tout se passe bien. C'est parti. Hop, J'espère. Ah, voilà. Alors, normalement, vous voyez la fenêtre avec les résultats. C'est bien le cas ou pas? T'as marqué Enfin, moi, partager les résultats, Ghislain? partager les résultats. Non, non, je n'étais pas dans le partage. Voilà, là, je croyais que c'était partagé à l'extérieur, ailleurs, que j'allais avoir un lien ou je ne sais pas quoi. J'avais pas fait la. Voilà. Donc, non, tout le monde voit les résultats des 3 questions. Donc, avec 14 répondants triés sur le volet. Et ce que je propose, voilà, tuto Stéphane, Jean, peut-être si vous voulez reprendre l'une ou des questions qui vous intéressent plus que l'autre, réagir dessus, ce que ça vous inspire, ce que vous inspire les réponses éventuellement. Si vous pouvez vous en servir pour votre mot de la fin. C'est un exercice en temps réel, donc avec un matériau qui n'était pas pris d'avance. Enfin, des réponses en tout cas. Donc voilà, est-ce qu'il y en a quelqu'un se sent inspiré Si vous voulez, malgré qu'on a je peux un commencer échantillon aussi. biaisé, vous voyez, tout le monde n'a pas répondu à la même chose à toutes les Ouais. questions. Si vous Moi, voulez, je je peux peux moins dire commencer. ça. Non, mais c'est vrai. Très Enfin, un bien. peu, c'est Vas-y, ce qu'on Jean. disait, hein, du fait du biais de sélection. Je pense qu'on serait prêts tous, plus ou moins sur la même ligne. Alors, plus ou moins. Mais c'est vrai que pour moi, entre guillemets, ce qui manquerait plus ou moins, c'est ce que je crois que c'est Baptiste Lemoine, hein, de Cipherbliss qui a pas mal spammé là-dessus. Comment on fait pour à faire ça? Le sujet, il est là, effectivement, je pense, à fortiori en tout cas pour une autorité organisatrice comme la mienne, ben, nous, ça nous intéresserait beaucoup, hein, de trouver des synergies avec des acteurs privés sur le territoire, à trouver des solutions, etc. Mais aujourd'hui, ils y viendront que s'ils y voient un intérêt très clair. Moi, si je leur ouvrais l'accès au canal, je pense que c'est un sujet, mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut prendre le sujet et où c'est des choses qui se valorisent en théorie normalement. Donc, évidemment, on peut avoir une donnée de qualité en open data, ben, ça va intéresser tout le monde, je pense toutes les personnes qui sont là et ben, a Hmm. fortiori pour les AO encore plus. Y parvenir dans un cadre où encore aujourd'hui sur un certain même, enfin, pour donner un autre exemple, si vous voulez, sur le stationnement en ouvrage, moi je suis en train de tanner des acteurs que tout le monde connaît, en nationaux, Indigo, EFIA, etc., pour qu'ils acceptent d'ouvrir et que je puisse proposer leurs services alors que c'est des contrats qu'on a avec eux pour le coup sur l'exploitation d'une infrastructure publique, hein, qu'on puisse ouvrir pour donner accès via le compte mobilité unique à leurs offres. Ils n'ont pas envie. Ils ont une marque nationale à développer. Ils sont dans ce cadre-là. Donc, a fortiori, sur les bandes de recharge, où le business model il est encore assez instable. Fragile. Voilà, fragile. C'est très bien. Instable. Fragile, instable, c'est encore plus compliqué, je pense. Hmm. Excellent. Merci, Jean. Stéphane, tu as l'air d'être. Tu as ouvert ton micro, tu as l'air partant. Moi, On hésite. je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les résultats. Mais, Ah mince. C'est une réponse à l'aveugle, c'est un petit peu tendu. Attends, je vais faire un partage d'écran des résultats. Non, ça va marcher. Là, est-ce que tu vois sur le partage d'écran ou pas? Tu vois Donc, on voit mon globalement, chat. tout le monde est Euh, à midi 10. Attends, moi, ce que je peux dire, tout le monde veut la base statique, hein, entre 8 et 10. Tout le monde pense que c'est essentiel. Sur le temps réel, et notamment vu de l'usager, dans la mesure, il y a un petit peu plus de dispersion. Alors, il y a aussi pas homogénéité des participants ce matin, il ne faut pas croire. Donc, il y a des gens qui trouvent que c'est une bonne idée, et puis il y a des gens qui disent, entre 5 et 7, pas totalement certain, ouais, mais bon, ça se discute parce qu'effectivement, la donnée temps réel, elle peut être disponible sous d'autres formes de gré à gré. Et, à la limite, est-ce qu'il faut pas choisir ses combats, peut-être?
Et puis sur la troisième question qui était un peu plus prospective, je pense, globalement, il y a comme de l'intérêt entre 8 et 10 à la plupart des réponses sur s'il y avait plus de données historisées. En réel, on pourrait peut-être faire des meilleurs choix, prendre des meilleures décisions, avec quand même que trois personnes qui prennent un peu de recul et qui sont peut-être un peu plus sceptiques, mais voilà. Ok. Je vais juste dire, en fait, je pense que nous, chez Transport Data, on a compris qu'il fallait travailler en synergie avec d'autres opérateurs et qu'on allait, enfin, d'autres acteurs de l'open data et qu'on n'allait pas y arriver tout seul. Donc, déjà pour une question de budget qui est en diminution, mais aussi pour des questions de complexité. Donc ça, c'est les prochains les prochains travaux qu'on va faire, c'est de prendre contact et de travailler ensemble et de reprendre un peu un moment de concertation pour avoir des intentions communes et des actions communes. Donc ça, c'est une première chose. Sur les données dynamiques, j'ai envie de dire, les données dynamiques sont prévues dans le schéma européen. Elles sont un axe fort. Donc, je ne vois pas où il y a un choix là-dedans. Donc voilà. Mais bon, après, moi, en tant que, je me dis une information toutes les 2 minutes mise à jour, c'est quand même beaucoup de ressources et beaucoup à titre personnel. Mais par contre, au niveau français et européen, il n'y aura pas de choix sur la donnée dynamique. Et sur la Donc ça base, viendra. comment? Donc ça viendra, c'est quelque chose, c'est un mouvement en cours, ça prend un peu de temps, mais là, ce que tu dis, c'est que finalement, là, à un moment donné, ça va arriver et ce Ouais, sera disponible. absolument. Ce qui va se passer, c'est qu'Alicharge montre le chemin, c'est qu'on va avoir les grosses bornes, enfin les bornes puissantes, les recharges rapides, et on va avoir les gros opérateurs. C'est ça. Donc ça, c'est déjà une première étape, un premier plateau qu'on va, dont on vise. Cette année. Et dernière chose sur le, ouais, je veux dire. Ah non, mais vas-y rapidement, puis après tuto aussi, il y aura 30 secondes, une minute pour conclure et qu'on soit Et là. la dernière chose, c'était sur le premier questionnaire. En tout cas, je pense que la base nationale, le but de la base nationale, c'est d'être le baromètre Hum, et pas taper un baromètre. Mais du coup, voilà, le but, c'est de faire tout ce qui est possible pour monter en qualité avec les moyens disponibles et monter en complétude. Quoi. Ça, c'est l'objectif number one pour nous avec les moyens dont on dispose. Donc là, je mets 10. Mais j'ai c'est clair. bien dit. Super. Et tu n'es pas tout seul à avoir mis 10 du coup. Bravo. Tito, c'est toi qui auras le mot de la fin en fait. Voilà. Oui, oui, bah, très rapidement sur les données temps réel, parce que je vois bien que c'est le nerf de la guerre et c'est surtout ça dont on a beaucoup parlé, plus que les données statiques où ça va finir par se faire et se consolider. C'est vraiment quelque chose qui est aussi très fort côté européen où pour beaucoup d'opérateurs, il y a quand même comme l'a dit Jean, hein, il y a une histoire aussi de modèle économique à construire pour certains agrégateurs ou ceux qui proposent des services, on va dire, de roaming pour faire du transfrontalier ou faire des trajets, on va dire, plus longs en Europe. Et ce qui est assez étonnant, c'est que sur la réponse où on a une dispersion entre 3 et 10 qui est vraiment un peu sur toutes les cases, on a eu la même chose quand on a posé la question à nos homologues des pays européens. Donc je pense que tout le monde essaye de trouver le juste milieu entre répondre à ses obligations européennes de partage de la donnée dynamique en open data et à Hum, côté de ça, quand même réussir à vendre des services de type hum. roaming, abonnement européen et autres. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre temps ce matin, pour la grande activité, la profusion de questions et de réponses sur le chat. C'était très actif et hyper intéressant. Et d'ailleurs, on a tout bien enregistré pour réexploiter tout ça. Comme d'habitude, donc ce sera rediffusé. N'oubliez pas que dans les prochains jours, si jamais vous avez pas, vous êtes très multimodal, ne vous intéressez pas qu'aux IRV, il y a un webinaire sur l'autopartage à venir. Je crois que c'est la semaine prochaine. Je ne peux pas dire de bêtises. Ouais, c'est la semaine Euh, prochaine. donc on peut remettre le lien peut-être dans le chat vite fait, mais voilà, et ce sera vraiment le vrai dernier de l'année, enfin, avant l'été pour nous. Euh, C'était, je pense, mon dernier webinaire Fabrique des mobilités aussi de mon côté.
Et puis voilà, il y aura peut-être d'autres suites sur ce sujet-là, au-delà de la diffusion du webinaire. On a vu qu'il y avait un certain nombre de questions en suspens. On a vu aussi que côté PAN, il y avait des choses qui allaient être publiées nouvelles dans les semaines et mois qui viennent. Donc, il va y avoir de l'actualité sur la deuxième partie de l'année qu'on relaiera évidemment. Merci encore. Je vous souhaite une belle journée. Profitez bien de la chaleur. Et puis certainement à très vite sur ce sujet ou sur d'autres sujets data, standard et masse. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.